le JT. Bon week-end à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition d'information. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à votre chaîne. Mesdames, messieurs, congrès extraordinaire du parti Les Démocrates ce vendredi 8 août 2025. Militants, délégués, sympathisants se sont réunis autour d'une même vision. Repenser les stratégies de survie dans un contexte national jugé préoccupant. La rencontre a été présidée naturellement par professeur Avok Soumadjouna Atchénemou, président national du parti. Une mobilisation forte, reflet d'une détermination renouvelée à défendre les idéaux démocratiques. Diana Nepitimpaï rapporte. Le deuxième congrès extraordinaire du parti Les Démocrates se déroule à l'heure où le climat sociopolitique national se caractérise par des tensions croissantes et des menaces récurrentes contre les libertés fondamentales. Cette rencontre, placée sous le thème évocateur « Quelle stratégie de survie face à un climat de menaces » s'inscrit comme un moment charnière dans la trajectoire du parti. Le président du comité d'organisation, Gomangdi Seni René, a souligné l'importance de cette instance comme interpellation solennelle de l'ensemble des acteurs politiques sur l'urgence de préserver les acquis démocratiques en consolidant les fondements de l'état de droit. Ce congrès, organisé en ce mois particulier d'août 2025, doit interpeller tout acteur épris d'une gouvernance normale. C'est dans ce contexte que les démocrates ont choisi ce mois calme pour projeter le Tchad tout entier vers de grandes réflexions des femmes et des hommes, afin d'envoyer notre République vers une démocratie de qualité. La démocratie, ce mot d'une prononciation et définition si facile, se montre aussi très complexe depuis les rues d'Athènes et surtout dans plusieurs pays quant à sa pratique, dans la mesure où nous sommes en droit de s'interroger. Pour le président national, professeur Avok Soumadjouna Atchénemou, les échanges issus de cette assise devront contribuer à corriger les erreurs du passé et à mieux structurer la marche vers les futures échéances électorales, avec pour boussole une alternance politique pacifique et crédible. Ce congrès qui s'ouvre vers un nouveau chemin collectif est destiné à faire progresser le parti, à l'effet de lui faire gagner les paris qu'il a choisis, à savoir apporter une réponse politique aux questions lancinantes que se pose le peuple tchadien, retrouver le chemin de l'espérance, tenir la promesse de l'égalité, de la justice et de la laïcité, défendre les valeurs et les projets qui font obstacle à l'unité nationale. Bref, faire du Tchad un pays dans lequel chaque citoyen a sa place. Chaque Tchadien peut vaquer librement à ses activités. Chaque Tchadien peut donner son opinion sans être inquiété ou tué. Plus qu'un simple congrès, cette rencontre marque un tournant stratégique dans la redéfinition des priorités scientifiques. D'autres critères qualificatifs seront minutieusement examinés par le jury. Un prix d'excellence en faveur de la jeunesse. Le prix concerne les récipiendaires qui ont réalisé une créativité exceptionnelle. Ce matin, nous sommes là pour récupérer d'une façon officielle les relevés des notes des 15 meilleurs bacheliers. Ces résultats, nous les avons récupérés de l'ONES. Nous ne prenons pas seulement les notes, nous voulons aussi entrer un peu dans le cursus de l'élève pour voir qu'est-ce qu'il a pu faire pendant son cursus à partir de la seconde, de la première et de la terminale. On a pris ces notes, mais nous avions des critères d'éligibilité pour retirer la crème des crèmes, c'est-à-dire le meilleur des meilleurs.
Par ce geste symbolique mais fort de sens, la République du Tchad redonne à l'éducation ses lettres de noblesse, tout en érigeant ses meilleurs élèves en modèle inspirant pour toute la jeunesse. Le lauréat ou la lauréate du prix d'excellence 2024-2025 recevra sa distinction de main du président de la République lui-même. À la Lumia, une localité située à 80 km de la ville de N'Djamena, à la sortie sud pour être précis, la solidarité prend racine dans les valeurs communautaires. La coopérative Action pour la promotion et l'agro-pastoral a offert des chaises et nattes aux églises et mosquées de la localité. Un geste symbolique qui renferme les liens entre le développement social et la cohésion sociale. Mistangar Victor est de retour de la Lumia. Voici son reportage. À la Lumia, dans cette commune paisible située dans le département du Chari, la foi a su rassembler les cœurs. La solidarité agit dans cette ville cosmopolite. Aujourd'hui, la coopérative Action pour la promotion de l'agro-pastoral a fait un geste simple mais significatif au sein des communautés. Cette jeune coopérative qui œuvre pour la promotion de l'agriculture et de l'élevage a remis officiellement des chaises et des nattes aux différentes confessions religieuses de la ville. L'objectif de ce geste caritatif est d'améliorer les conditions d'accueil des fidèles dans les lieux de prière. La présidente de cette coopérative a indiqué que les lieux de culte sont les espaces importants dans la société. On a choisi de venir offrir ce don aux églises, aux mosquées, parce que c'est eux les garants de la paix, c'est eux qui prient dans des lieux secrets pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la tranquillité, pour qu'on puisse vivre en harmonie et que la vie puisse être meilleure pour tout et chacun de nous. Le don est composé des bons, des nattes et des sakans. Et je demanderai à ce qu'on puisse encore fournir beaucoup d'efforts pour continuer cette œuvre ensemble. Ce don vient à point nommé. Nous manquions de places pour accueillir tout le monde. C'est une bénédiction. Musulmans et chrétiens unis dans la reconnaissance saluent l'initiative. La solidarité intercommunautaire se vit ici au quotidien. Ça montre qu'on pense à nous, même dans nos lieux de culte. C'est un geste qui nous touche vraiment. Ont unanimement témoigné les dignitaires religieux de cette sous-préfecture. On a choisi la ville de Lumia pour cette œuvre caritative parce qu'on a porté à cœur de venir nous installer ici à la Lumia. Et quand tu viens pour cohabiter avec quelqu'un, il faut de la sympathie, il faut de l'amour, il faut la paix, il faut le dialogue, la cohésion pacifique. Nos conseillers qui nous prodiguent des conseils, qui nous encadrent, qui nous orientent, c'est grâce à leur vision qu'aujourd'hui nous sommes là. Il s'agit de M. Degol Tarama et de M. Youssouf Ali Djorkolei. Et il y a aussi nos partenaires de l'ACI qui nous ont aussi soutenus financièrement pour que cela puisse se concrétiser aujourd'hui. Un don modeste certes, mais porteur d'un message fort. Dans cette commune agro-pastorale, le développement local rime avec l'inclusion et respect des croyances. Et la coopérative Action pour la promotion de l'agro-pastoral entend bien continuer à œuvrer pour le bien-être de toutes les couches sociales de cette sous-préfecture. Merci Mistangar Victor pour ce reportage. Et puis à chaque rentrée scolaire, l'inquiétude gagne de nombreuses familles tchadiennes confrontées à la lourdeur de dépenses liées à l'éducation. Fourniture scolaire, inscription, uniforme, les frais s'accumulent tandis que les revenus stagnent. C'est dans ce contexte que les banques proposent alors le crédit scolaire présenté comme une solution salvatrice. Mais derrière cette façade d'assistance, qui en tirent réellement profit, les parents d'élèves ou la banque? Tentative de réponse avec Ndikilembaï Ariel Taou. Dans un environnement économique marqué par l'inflation et la précarité des revenus, le crédit scolaire paraît pour beaucoup de ménages comme une planche de salut. Accordé sur une durée de 3 enlèvements, ces prêts rapides et accessibles permettent d'anticiper les dépenses liées à la rentrée. Les taux d'intérêt appliqués, bien que souvent passés sous silence des campagnes publicitaires, s'avèrent parfois dissuasifs. Pour ces citoyens, c'est un manque de gestion. La banque ne perd jamais. D'une manière ou d'une autre, la banque gagne.
faut prendre le crédit en fonction de ce qu'on gagne à la fin du mois. Il m'a dit si on gagne peut-être 200 000 et on prend le crédit de 1 500 000. On a parfois le loyer à payer et la ration qui est là. Bon, sans parler des besoins sur le plan sanitaire, etc., etc. Il faut prendre le crédit en fonction du besoin. Ne pas prendre parce que mon ami a pris le crédit et il faudrait que j'aille aussi le prendre. On ne sait jamais si celui-ci a pris pour des besoins spécifiques. Il sait ce qu'il va en faire avec. Mais l'autre, parfois, là, il prend parce que mon ami a pris le crédit, je pars aussi prendre. Pour les banques, les crédits scolaires représentent une véritable aubaine. Les risques est maîtrisé grâce à la domiciliation des salaires. La période est courte et les demandes élevées à l'approche de la rentrée scolaire. Les établissements financiers y trouvent donc un double avantage. Fidéliser les clients tout en engageant des bénéfices confortables, expliquent ces citoyens. À la rentrée scolaire, les parents qui se précipitent pour aller prendre les prêts à la banque, là. D'une part, je suis contre. D'une part, je suis d'accord. Ce qui fait que la famille est bien posée, bien structurée, c'est l'économie. Ce n'est pas que ça achète la rentrée scolaire en octobre, là où tu te précipites pour aller manger à la banque. La vie, ça se programme. L'école, ça se programme. Si seulement ton salaire, pas chaque mois, là, fais l'économie chaque mois pour l'étude de tes enfants. Deuxièmement, il est vrai que ici en Afrique, particulièrement au Tchad, nous avons des grandes responsabilités, nous avons beaucoup de familles à prendre en charge. Et voilà, le salaire seul, ça ne suffit pas. Mais un bon fonctionnaire, c'est celui qui gagne son salaire pour entreprendre, pour multiplier les bénéfices et pour soutenir sa famille. S'il est indéniable que le crédit scolaire offre une réponse immédiate aux besoins urgents des familles, il demeure un produit financier avant tout lucratif pour les banques. Une régulation plus stricte, une meilleure transparence des conditions et surtout la création des mécanismes d'aide publique plus équitables apparaissent aujourd'hui comme un impératif pour faire de l'éducation un droit et non un luxe sous condition des crédits. En N'Djamena, cité capitale, le constat est amer. De nombreuses femmes issues de différents quartiers de la ville se lancent dans des activités génératrices de revenus. Une bonne chose d'ailleurs. Mais ces femmes sont exposées au danger. Ces braves dames se battent au quotidien pour se prendre simplement en charge. Le reportage de Masdene Josiane. Dès 6 heures du matin jusqu'à la tombée de la nuit, elles arpentent les rues poussiéreuses de la capitale, portant courageusement sur leur tête les plateaux garnis de vivres ou de petits articles. Ces femmes, invisibles aux yeux de beaucoup, parcourent de longues distances, souvent à pied, pour tenter d'écouler leurs marchandises au bord des grandes artères, notamment aux abords du marché abattoir. Le danger est permanent. Sans espace dédié, elles s'installent à même la chaussée, exposées aux accidents de circulation, aux intempéries et à l'insécurité. Nombre d'entre elles se plaignent de l'indifférence générale, affirmant être traitées comme des citoyens de seconde zone. Pourtant, ce commerce modeste constitue pour elles le seul moyen de subvenir aux besoins de leur foyer. Bon, effectivement, il court assez de dangers, mais c'est la responsabilité des parents de pouvoir éduquer bien ces enfants-là. Parce que si je constate bien, c'est la vacance. C'est la vacance, donc c'est normal que les enfants devraient faire le commerce. Mais à ce sujet, ça devrait être un peu canalisé. Les parents devraient leur donner des directives et autres parce que je vois ces enfants-là courent assez de risques. On dit qu'ils ne risquent rien à rien. Donc si les enfants risquent leur vie là, c'est pour gagner aussi leur pain. Parce qu'ils ne peuvent pas aussi rester comme ça à la maison. Certains parents ne peuvent pas aussi assumer normalement le besoin de ces enfants. Donc les enfants sont obligés de venir chercher eux-mêmes. Mais cette activité ne gêne pas que les commerçants. Les passants et usagers de la route dénoncent également une occupation anarchique de la voie publique, rendant la circulation difficile, notamment en soirée. Si tous s'accordent sur la nécessité de ces petits commerces, beaucoup appellent à une réorganisation plus encadrée et plus humaine. Ils attirent également la sonnette d'alarme sur la présence accrue d'enfants dans ce type de commerce. Un phénomène préoccupant qui relance la question des responsabilités parentales et de la protection de l'enfance dans les milieux défavorisés. Si tu trouves un 500 000 francs, avec les enfants, ça peut aller. Mais si tu es à la maison, tu ne peux pas trouver aussi. C'est pour cela qu'on est venu ici pour chercher. On ne sait pas, on nous considère comme si nous sommes des enfants
qu'on n'a pas notre place ici ou quoi. Donc moi je trouve beaucoup, c'est la négligence. Puisqu'on ne trouve pas la place pour rester assis, on marche, on fait va-et-vient. Et des fois, ça va nous causer aussi des accidents. Donc c'est ça. Face à ces conditions déplorables, les vendeuses du marché abattoir ne demandent ni pitié ni privilège, mais simplement un espace sécurisé et digne où exercer leur commerce. Il appartient désormais aux autorités compétentes de répondre à ces cris silencieux qui est avant tout un appel à la dignité. La prise de pilules contraceptives par les femmes consiste à prendre effectivement quotidiennement un comprimé contenant des hormones synthétiques pour empêcher l'ovulation et ainsi éviter une grossesse. Cependant, bien que cette pratique empêche aux femmes de tomber enceintes, elle a des conséquences sur leur santé. Suivez le reportage de Lubumba Keahoubé. Prise par la majorité des femmes pour espacer la naissance. La pilule contraceptive, qu'elle soit combinée à l'hormone ostérone ou microprogestative, agit en bloquant le dialogue hormonal entre le cerveau et les ovaires. Cela empêche la maturation et la libération de l'ovule, modifie également la muqueuse utérine, la rendant moins réceptive à une éventuelle fécondation. Les femmes n'ont pas le même problème hormonal. Normalement, il faut avoir son statut hormonal avant de commencer une contraception. Et il faut que l'équipe qui vous met sous contraceptif vous explique les avantages et les inconvénients de chaque contraception. Une fois que vous avez ces avantages et ces inconvénients de chaque contraception, vous pouvez la choisir. Et quand c'est vous qui le choisissez, en connaissant les avantages et les inconvénients, je pense que vous n'allez pas vous stresser vers la fin. Mais quand on vous balance une contraception, comme des cacahuètes, vous les prenez, c'est sûr qu'après vous aurez des problèmes. Pour le gynécologue, la prise de pilules contraceptives n'est sans conséquence sur l'organisme de la femme. Le contraceptif, c'est des hormones et tout ce qui est hormone a des effets secondaires. Il n'y a pas une contraception sans effets secondaires. Mais il y a certaines contraceptions qui ont moins des effets que d'autres. Une femme qui a un taux d'estrogène déjà très élevé dans son corps, elle commence à prendre une contraception à estrogène pur. Il y aura une hyperestrogénémie. Vous savez que l'hyperestrogénémie est un facteur de risque de cancer de sein. Peut-être qu'à long terme, la femme va faire un cancer de sein. Elle ne va pas comprendre pourquoi elle a fait le cancer de sein. C'est parce qu'elle avait un taux d'hyperestrogénémie dans son corps. Elle a pris des estrogènes à long terme. Et c'est cette hyperestrogénémie-là qui est un facteur de risque. Je ne dis pas de cause à effet direct, mais c'est un facteur de risque. Hissène Adanaou Mahamad, gynécologue, prodigue quelques conseils aux femmes. Avant la prise d'une contraception, il faut que l'équipe qui vous donne la contraception vous explique les avantages et les inconvénients de chaque méthode contraceptive. En tant que médecin, ce que j'exhorte, c'est que les femmes doivent se faire consulter. Quand vous avez un problème, le mieux, c'est de s'adresser à les spécialistes de la matière. La prise de la pilule contraceptive peut entraîner divers effets secondaires. Il serait judicieux de consulter un professionnel de santé afin d'éviter tout risque à long terme. Religion à présent, retour sur la rencontre entre le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone occidental et l'évêque du diocèse de Moundou qui a lieu le 6 août dernier à Moundou. Les deux hommes ont échangé sur des préoccupations communes, notamment la question de la paix et de la cohabitation pacifique entre les différentes communautés de la province. Voici l'évêque de Moundou dans un extrait sélectionné et proposé par notre correspondant local, Golmem Ali Emmanuel. Les ennemis de la paix au Tchad, ce ne sont pas les gens au village, c'est ceux qui gouvernent. Organisons le pays de telle sorte que les gens vivent en paix. Donc la paix est d'abord au Tchad fondamentalement une affaire politique, une affaire de gouvernance. Rejeter tout sur les populations, c'est une manière aussi
de fuir ses propres responsabilités. Les gens ne se sont pas levés un jour comme ça, sans rien, et ils se sont tués. Il est absolument important que nous ayons l'honnêteté intellectuelle d'analyser profondément les causes de la menace de la paix au Tchad. Et surtout, engageons-nous, faisons des actes concrets pour que la paix revienne au Tchad. Nous tous qui sommes là, on va aller prier. Dieu là, il ne peut changer le cœur de quelqu'un malgré lui. La paix au Tchad dépend d'abord de la politique tchadienne. Ça dépend uniquement de la politique tchadienne.